On passe au top 16. On a la moitié de fête. Bravo, messieurs. On lâche pas. Ah, ça y va, là, ça y va. Ça y Il va. est Ah, 10 c'est heures. avec ça y va, là. Ben oui, ça y va. Ça Ben, y tu sais, va. Ça y va. moi au 16e rang, je ne m'éterniserai pas du tout. Là. J'ai Noah Ostlund. Donc, on en a parlé tantôt. Moi, c'est sa non-production me fait pas capoter, mais je commence à avoir hâte qu'ils produisent dans les bons moments. Là. On parlait au Linka, Ouais. il a créé beaucoup de choses, mais ça ne rentrait pas. Mais je trouve que on en parlait tantôt avec les Kirimaki, puis je vais closer ça avec Ostlund. C'est que les Kirimaki est un excellent complément à Ostlund, mais Ostlund, je pense que c'est plus le type de joueur à rendre ses alliés meilleurs dans la façon qu'il se crée son espace. Tout ça. Fait que, on en a parlé tantôt. C'est des qualités que j'apprécie beaucoup chez un joueur. Donc, c'est pour ça qu'il est plus haut que les Kirimaki, Ugren et Bystad, dans le fond, chez les attaquants suédois. Ben, moi aussi, écoute, j'ai Ostlund au 16. Puis la raison aussi, juste comme tu disais tantôt, moi, quand je joue au hockey, j'étais un genre de playmaker. J'aimais ça, faciliter la tâche de mes coéquipiers. Puis je me reconnais beaucoup dans le jeu de Ostlund. Quand je le regarde jouer, je me vois passer un open net pour passer ça l'autre bord. Ouais, c'est ça. Ça, c'est moi tout craché. Fait que je suis comme. Puis c'est ça. Fait que c'est pour ça que le jeu de Ostlund, il m'accroche beaucoup. Puis c'est la raison aussi pourquoi je l'ai 16. Puis c'est la raison pourquoi je l'ai plus haut que les deux autres aussi à Djurgården, comme j'ai mentionné un peu plus tôt dans la vidéo et dans le podcast. Moi, j'ai Liam Ugrin. Ouais, dans le fond, vous l'avez plus bas. Moi, personnellement, je trouve que sa game est un petit peu plus pro que les deux autres. Moins de stock de junior un petit peu dans le jeu de Ugrin. Mais tu sais, je ne l'ai pas vu beaucoup avec les deux autres. J'ai plus vu tout seul en SHL. En pré-saison, il avait joué un match, c'était terrible. Il avait tellement été mauvais, puis je l'avais tassé complètement de mon classement. Puis je me rappelais qu'il avait été bon quand même au Ending Cup. Je vais retourner le regarder. Puis j'ai comme retombé, pas en amour, là, mais j'ai comme réapprécié son jeu. Et très bon playmaker et tout. Il y a beaucoup d'habiletés que j'aime beaucoup. C'est comme un William Eklund light. Là. Donc, j'aime beaucoup ce joueur-là. C'est pour ça qu'il est 16e, évidemment. Mais je regarde mon classement, puis Howard serait avant lui. Mais bon, bref, on n'en reviendra pas là-dessus. L'as-tu fait ton classement? Tu l'as pas fait? Oui, j'allais. Et je regrette. Alors, c'est correct. Parce que j'ai regardé d'autres matchs de Howard. Ouais, c'est ça. Au 15e rang, messieurs, j'ai Alexander Perevalov. Puis, je me range dans le clan de Simon, Pascal. Désolé, j'ai pas ton bac pour ça ce soir. Mais non, c'est parce que quand tu regardes, j'ai l'impression que pour complémenter un peu ce qui s'est dit tantôt, parce que je pense qu'on a quand même tout dit sur l'attaquant russe, là, mais quand tu regardes Yurov en KHL, t'espères qu'il soit offensif parce que c'est un peu sa tranche de pain. Là, c'est ça que tu t'attends. C'est ça, c'est sa job. Perevalov, j'avais pas cette même vision de ce joueur-là. Je m'attendais à le voir, mettons, grinder, puis tout ça, puis être capable de prendre sa place. Puis effectivement, il y a le contexte de l'équipe aussi qui aide beaucoup, là, et il est plus utilisé. Mais moi, c'est exactement ça que j'ai vu de lui. J'ai trouvé qu'il travaillait bien le long des bandes, puis j'ai trouvé qu'il générait de l'offensive, même si la production n'était peut-être pas non plus comme dans la ligue inférieure. Mais j'avais vraiment apprécié son jeu, sincèrement. Puis, je pense que 15e, je me trouvais peut-être un petit peu audacieux de le mettre là. Pour le nombre de matchs que j'ai vus encore. Là, parce que, moi, je n'ai pas vos échantillons de matchs. Là. Il y a la réalité de tout, là, la gestion du site, la gestion ça. Là, fait que, moi, mes échantillons sont plus petits. Fait que,
je me trouvais audacieux de le mettre 15e, mais en même temps, j'ai tellement aimé son apport en KHL, puis j'avais l'espèce de balise avec Yurov de regarder ça. Puis je me suis dit, ben, je vais le mettre là pour l'instant, puis je vais voir le reste de la saison, parce que j'aime vraiment le package qu'il offre en général comme joueur. Ouais. Puis tout à l'heure, pour revenir avec Yurov, puis Perevalov, c'est Yurov, en regardant ma liste, là, il joue pour Magnitogorsk, qui est la meilleure équipe de la KHL en ce moment. Fait que tu vois peut-être que le problème de Yurov, il est peut-être là, c'est qu'il joue dans la KHL, mais il n'y a pas tant l'occasion de se faire valoir parce que c'est peut-être le 11e, 12e attaquant là-bas, ou peut-être même 13e attaquant. Ouais. Ça sera à prendre en considération. Numéro 15, moi j'ai Seamus Casey, dont on a parlé un peu plus tôt. Matt, tu l'avais un petit peu plus haut. Oui. Je ne sais pas, Pascal, si tu l'avais ou tu l'as peut-être plus haut, mais... Il n'est pas dans mon top. C'est une joke. Okay, c'est une joke. Je l'ai plus haut un petit peu. Tu l'as plus haut? OK, ben c'est ça. Dans le fond, moi, Casey, c'est un gars que j'adorais. Je l'avais 15e aussi au mois de juin. Je l'ai encore 15e en ce moment. Puis, le gars, il fait attention à la rondelle. Il fait pas tant d'erreurs que ça en défensive. Je trouve qu'à l'attaque, il y a une très belle vision du jeu général. Il y a une très belle vision sur l'avantage numérique, une belle patience avec la rondelle. Je ne pense pas qu'il y ait un lancer foudroyant, mais capable de placer ça au filet. Fait que moi, Casey, c'est un gars que il me donne aucune raison en ce moment de le dropper. Puis quand je le compare à puis là, je vais exclure Hudson dans la conversation parce que Hudson, c'est peut-être un gars qu'on aime justement à cause que... On l'aime peut-être plus que d'autres. Là. Ouais, mais quand je regarde un gars comme Chesley, écoute, moi, je ne sais pas comment ça se fait que certaines personnes, de ma vision, là, je ne sais pas comment ça se fait les gens peuvent voir Chesley avant Casey. Puis quand que la centrale a sorti la liste, puis j'ai vu que Casey avait une note B, j'ai manqué de flipper une table, j'en revenais pas. Je trouve que, selon moi, c'est le meilleur défenseur du programme en ce moment, depuis le début de la saison. J'ai un échantillon de, comme je disais, 12-13 matchs. Il n'y a même pas personne qui est proche de lui, selon moi, en ce moment. Seamus Casey, numéro 15. De mon côté, en tout cas, ça, c'est mon opinion. Vous avez le droit de me tracher, vous avez le droit de dire Chesley est meilleur, mais moi, personnellement, je ne le vois pas du tout. Inquiète-toi pas. Ben, c'est ça. C'est de mon côté, probablement qu'on est comme ça, toute la gang, mais bref, c'est ça. Moi, je ne le vois pas en ce moment. Moi, 15e, j'ai David Jerechek, qu'on a assez parlé. La seule fois que je pourrais apporter, c'est que je le trouve bon pour bloquer la relance adverse. En situation de mouvement, je le trouve bon. Ouais. Je le trouve bon en situation de mouvement. En situation arrêtée, son patin, il est tellement pas agile que je trouve vraiment qu'il y a de la misère. Pour Seamus Casey, je l'ai 14e. Enfin, je l'ai vraiment 14e. Je l'adore, sérieusement. Excellent pour évacuer la pression et tout. Là. Il est bon partout. Puis je trouve que, un peu comme en 2020, je t'avais parlé, Matt m'a amené, que Kaden Goulet est un excellent défenseur ou bien joueur, même espoir, pour... Tu commences par lui, puis tu es capable avec ça de barrémer en tout cas, d'arranger ton classement par rapport à lui, puisque tu compares tout le monde par rapport à lui après. Et je trouve que un phare. Un genre de phare, là, c'est exactement ça pour les défenseurs. Tu vas penser que lui, ouais, il est meilleur là-dedans, mais il est moins bon là-dedans, tu vas être capable de le placer un peu partout. Jerechek n'est pas ça, c'est pas un bon barème pour ton classement et tout, mais je trouve que Casey l'est vraiment beaucoup. Donc, non, j'ai rien d'autre à apporter parce que j'adore Casey aussi. Fait qu'on est au 14. Là. Ben, moi, j'ai Salomonson au 14. Écoute, Salomonson, je l'ai regardé beaucoup depuis le début de la saison. Puis, sérieusement, je pense que si on compare à Casey, je trouve que le côté offensif de Salomonson est plus élevé. Ça fait que tu me parlais, salut, ça va? Ben oui, on est là depuis 2 heures. Alors, ça va bien. Non. J'ai mis mon micro sur mute en plus. C'est bizarre que ça marche pas. Ouais, mais si tu veux parler à ta conjointe, je pense qu'il va falloir que tu fermes ton micro par l'application StreamYard et non par ton micro. Ouais. On a une alerte boomer ici
pas au niveau de la coupe de micro. C'est bizarre. Numéro 14, vas-y, Salomonson. Oui. Salomonson, si mettons, on disait que Casey, c'est le baromètre, que je suis quand même d'accord pour mon top 32. Salomonson, je le trouve peut-être un peu plus risqué côté défensif, mais je trouve je pense qu'il y a une coche offensive beaucoup plus, pas beaucoup plus, mais plus élevée que Casey. J'aime son contrôle de la rondelle, j'aime sa capacité à relancer lui-même la rondelle avec son patin. Fait que ça ne joue pas à grand-chose. Je sais que Salomonson est plus haut pour certaines personnes, puis je ne serais même pas surpris de le voir monter de mon côté aussi. Mais en ce moment, 14, pour moi, si je me fie à Casey, ça se joue à pas grand-chose. Fait que c'est la raison pourquoi je l'ai devant. Côté défensif, peut-être un peu moins capoté Salomonson, mais overall, je l'aime bien. Puis je pense qu'il va continuer à progresser. Puis j'espère le voir dans des tournois. J'aurais aimé ça le voir au World Juniors. Je pense pas qu'on va le voir. Mais j'ai hâte de voir sa progression, en tout cas pour le reste. Là. Ouais, ben moi, Salomonson, je l'ai plus haut, fait qu'on reviendra sur lui. Parce qu'au 14e rang, au 14e rang, j'ai Rutger McGroarty. Pas évident de dire son nom, mais c'est un espoir que je sais, Simon, que c'est un des joueurs que tu aimes bien de cette cohorte-là. Donc, je sais qu'on va en reparler plus tard. Moi, c'est un joueur que d'entrée de jeu, j'ai peut-être eu un peu de misère à cibler, si on veut. Il y a des joueurs que c'était ça. Je donne un exemple sur Matthew Nice l'année passée. Ça m'a pris plus de visionnement pour être capable de vraiment cibler ce type de joueur-là. Puis McGroarty, cette année, c'est un peu ça. Je suis quand même capable de reconnaître les qualités. Là. On s'entend que je l'ai classé 14e. Je l'ai même, on s'entend que je suis quand même capable de reconnaître ses qualités. C'est un gars qui ne garde jamais vraiment la rondelle longtemps sur sa palette. C'est quelque chose que j'apprécie particulièrement chez lui. Il y a des tirs menaçants, puis il choisit ses options rapidement. C'est le genre de choses, quand tu mixes avec son gabarit, dans le fond, qui peut très bien se transposer dans la Ligue nationale. Fait que, on le répète encore, mais c'est un peu la mentalité que j'essaie d'avoir avec mon ranking cette année. Est-ce qu'il pourrait monter? Probablement, parce que je sais qu'aux 5 Nations, il a connu un solide tournoi. J'ai vraiment aimé son tournoi aux 5 Nations, donc il pourrait continuer à monter. Là. C'est sûr, je n'ai pas l'échantillon de 11 matchs que tu as, Simon. Fait que, je pense que tu vas être capable de mieux nous le présenter, mettons, que moi en 5 matchs de visionnement pour l'instant. Mais pour moi, il est 14e présent. Je l'ai un petit peu plus haut aussi. Au 13e rang, Pascal, t'as qui, toi? J'ai Frank Nazar. Juste vraiment un gars dangereux sur la glace, sérieusement. Je l'ai regardé un peu comme les autres du programme américain 5 fois cette année. Quand même hâte de le voir encore plus. J'ai trouvé que c'est une arme vraiment redoutable pour ses coéquipiers. Là, ce gars-là, il est bon pour créer de l'offensive. En sa zone, je n'ai pas remarqué vraiment de lacunes, mais pas non plus de qualité. Je n'ai pas vraiment remarqué encore son jeu dans sa zone. Veux pas, il y a beaucoup d'affaires à regarder là, quand tu regardes le programme. Là. Vu que ce n'est pas des chiffres by chiffres, il faut vraiment que tu te concentres beaucoup, comme la poupée de Squid Game, comme on disait. Mais j'ai vraiment, à chaque fois que je le remarque, c'est parce qu'il est vraiment dangereux, très menaçant en offensive, bon patin, une façon de se démarquer qui est très intéressante. Fait pas juste se faufiler, là. Personnellement, je trouve qu'il est capable quand même d'y aller en ligne droite, là, puis soit de traverser un joueur ou juste d'y aller en ligne droite, comme je dis, puis utiliser sa vitesse pour se rendre au filet. Donc, c'est pas le même genre que Cotter-Gauthier, c'est pas le même genre que les autres comme Kaplan ou peu importe, hein, mais il amène un petit côté talent vraiment plus élevé à mes yeux. Là. Il pourrait être plus haut. J'ai McGroarty plus haut un peu. Les deux, c'est pas le même genre de joueur, mais les deux sont vraiment dangereux. Donc, on va hâte de les voir un peu plus tard cette année. Ouais, ben, écoute, moi, c'est ça. Simon. McGroarty puis Nazar, je les ai plus haut aussi. Fait que... Ouais. Ben, si tu le permets, Simon, moi, je vais donner mon 13e parce que c'est Nazar aussi.
Fait que, Excellent, vas-y. Ouais. tu sais, honnêtement, j'abonde dans le même sens que Pascal. Là, je le trouve assez sécurisant quand il est en possession de la rondelle. Ce qui me dérange un peu de Nazar, c'est peut-être son non-verbal. Je ne sais pas comment l'exprimer, là, mais tu sais, des fois, j'ai l'impression il veut peut-être moins s'impliquer dans le jeu si la rondelle ne tourne pas autour. Mais en revanche, il y a des séquences que je trouve qu'il s'en va chercher la rondelle dans le coin et qu'il ne donne pas sa place. Fait que c'était comme du up and down. Puis tu sais, je pense qu'il y a un peu le fait que dans un match où c'est, je pense que c'est 9-3 là, ou 9-2, là, je pense que c'est 9-2 que ça a fini contre la Finlande, là, le match que j'ai regardé dans le tournoi. C'est sûr qu'à 9-2, ton implication, ça se calme un peu. Ouais. Puis le trio de Nazar avec Howard, puis là, j'ai un maudit blanc, je me souviens pas qui jouait avec eux autres. C'était genre un joueur, je pense, qui sortait du 17. Ils ont joué avec Cole Spicer, ils ont joué avec. Qui a joué aussi avec eux autres? Brett Bérard, qui ont joué avec. Ah non, c'était pas ça, non. Au centre, là, il y a eu quelques joueurs qui ont joué avec eux autres. Mais Ça tu commence vois, par c'est un ça. B, il me semble. Ouais, c'est ça. Mais c'est un joueur que c'était comme la première fois que je voyais son nom cette année. En tout cas, c'est Pas bord de l'eau, pas ça ressemble à ça. Là. au pire, Pas les- Pascal, pendant que je conclue, si tu veux le trouver. Mais c'est ça, dans ce match-là, j'ai trouvé que le trio avec Howard, là, il y avait beaucoup de chances de marquer. Puis Howard, je pense qu'il a fini le match avec 10 tirs au but. Fait que, tu sais, Howard a été menaçant, mais j'ai l'impression que Nazar a peut-être pas touché à la rondelle autant qu'il le voulait. Puis je trouvais que dans son non-verbal, ça paraissait. Mais c'est peut-être, tu sais, parfois, là, tu sais, l'aspect vidéo a des limites aussi. Là. Peut-être que d'avoir été sur place, j'aurais pas eu la même perception. Là. Mais c'est des choses qui me dérangent un peu. Ça enlève rien à son talent. Là. Ça enlève absolument rien. Si je veux un gars qui monte la rondelle puis qui passe entre les défenseurs puis qui est méchant dans sa possession de rondelle, ben c'est Nazar. J'ai aucun trouble avec ça. Puis il possède un bon tir aussi. Fait que pour moi, je l'ai aussi au 13e rang. Toi, Simon, je pense que tu es assez vendu là, en Nazar. Là. Je pense que ce qu'on vient de dire, ça te gratouille un peu. On va en reparler plus haut de Nazar et McGroarty. Là, on va en reparler tous les deux un peu plus haut. Moi, le 13e, c'est là que ça décoiffe. J'ai Joachim Kemmel au 13. Même pas dans mon top 10. Il n'est certainement pas numéro 1. C'est un petit clin d'œil à certaines personnes. Moi, Kemmel, là, puis ça, c'est quelque chose que je vais devoir vérifier tout au long de l'année. Là. Je n'ai pas trippé sur son jeu en général. Je n'ai pas trouvé qu'il drivait le jeu. J'ai pas trouvé. Je trouve que la rondelle, il gardait sa rondelle sur sa palette, il était capable de la sortir, de transporter la rondelle, tout ça. Mais j'ai pas trouvé son jeu overall pour le playmaking, j'ai pas trouvé ça super bon. Comme on parlait tantôt de l'Ekiri Maki, il snipe pas la rondelle. C'est un finisher. Puis quand que la rondelle arrive, quand il reçoit une belle passe, il te la snipe sur réception. Magnifique. Il a un excellent lancer sur réception. Mais le côté sniper, là, tu prends la rondelle, tu as un gars devant toi, tu la snipes dans le top. Holtz, comme Alexander Holtz était l'année passée, ben, il y a 2 ans en fait. Puis l'année passée, il l'était aussi. Mais bref, ça, c'est le genre de sniper que moi, je veux voir. Puis Kemmel, il n'est pas là. Il n'est pas là. C'est un gars qui finit les jeux. C'est un gars qui, selon moi, s'implique pas assez physiquement parce qu'il n'a pas un gros gabarit. Il frappe un petit peu, mais tu vas-tu voir ça dans la Ligue nationale? Comme je disais avec Pascal dans la vidéo, tu verras pas ça dans la Ligue nationale parce qu'à la minute qu'il va commencer à en geler un peu sournoisement, où il va finir, probablement qu'il va se faire targeter, probablement que ça va le calmer, puis probablement que sa game, elle va se perdre direct là. Parce que quand tu commences à jouer cette game-là en haut, puis que tu mesures 5 pieds 11, puis tu pèses 175 livres, faut que tu sois prêt. Il faut vraiment que tu sois prêt à la jouer tout le long, cette game-là. Parce que si tu te fais frapper, puis que là, tu te sors de ta game, puis que là, ça ne te tente plus d'aller dans le coin, ça ne te tente plus d'aller devant le filet,
ça ne te tente plus de garder la rondelle sur ta palette, ça commence à être compliqué parce que tu ne sers presque plus à rien ensuite. Fait que c'est le fun de finir, c'est le fun sur le power play, c'est le fun de sniper la rondelle sur réception. Puis moi, je ne doute pas une seconde qu'il va être capable de le faire en haut. Je suis convaincu qu'il va le faire. Mais les mêmes réticences, puis là, encore une fois, je ne compare pas les deux. Les mêmes réticences que moi, j'avais sur Cole Caulfield il y a 2 ans, en 2019. Les mêmes réticences que j'avais. Puis Cole Caulfield, là, tout le monde le sait, puis ma collègue Daphné Malbeuf, elle peut en parler. Quand que le Canadien a sélectionné Cole Caulfield, j'ai levé de ma chaise. Je ne m'attendais jamais à ça. J'avais jamais pensé que le Canadien aurait choisi Cole Caulfield. Puis les mêmes réticences que j'avais, le côté un peu défensif, un peu pas toujours efficace, pas toujours impliqué solidement. Le côté. Puis là, Cole Caulfield, je ne le compare pas parce qu'il est capable de créer des jeux, là, ce que je trouve que Kemel n'est pas, mais je trouve que Kemel, c'est un gars qui snipe la rondelle, mais il faut qu'il fasse plus que ça dans une game. Puis je sais qu'il y a des gens qui vont me dire ben non, c'est peut-être mes visionnements, peut-être. Moi, de ce que je vois en ce moment, je ne peux même pas le mettre top 10. Je ne peux même pas le mettre top 10 parce que les gars que je vais mettre plus haut, je trouve que leur implication, c'est x2, x3. Nazar, je l'ai pas mal plus haut. Howard, je l'ai plus haut. C'est ça. Je peux pas mettre Kemel plus haut en ce moment. Je te dis pas qu'il va pas remonter, mais je suis là avec Kemel en ce moment. Simon, sérieusement, je sais pas comment tu as fait pour me voler ma quote que je m'étais notée dans mes choses. Mais je sais pas si tu as remarqué ma réaction quand tu as commencé à parler de Caulfield, là, mais... Non, pas du tout. J'ai remarqué un petit peu, mais j'ai pas lu rien. J'ai pas... Écoute, ben non, mais tu sais, c'est mes notes personnelles, fait que je les ai pas divulguées à personne, là, mais je m'étais noté les choses qu'on reprochait à Caulfield tout son long de la NCAA, alors que les gens ne l'avaient pas vu jouer. Ben, c'est exactement ce qu'on pourrait reprocher à Kemel. Exact. Fait que tu sais, c'est rendu là, j'espère juste que Kemel, ben, en fait, au World Junior, probablement qu'il va jouer mieux parce que, tu sais, au Linka, je le trouvais meilleur qu'en Linga, là, présentement. Fait que, tu sais, peut-être que nos red flags ressortiront peut-être moins au championnat du monde, mais secrètement, puis là, ça va sembler méchant, mais secrètement, j'aimerais ça qu'ils ressortent au championnat mondial junior. Parce qu'on sait ce que ça donne hein, quand les espoirs commencent à jouer à RDS. Ben là, le monde s'en rend compte un peu. Hein, fait qu'on aurait peut-être l'air un peu moins à le tracher, mais tu sais, moi, Kemel, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Là. Ouais. Mais c'est pas un numéro 1. C'est pas un numéro 1. Puis c'est moi, peut-être Kemel, même pas un top 3 à mes yeux. Puis moi, Kemel, je veux juste renchérir là, au mois de juin. Là. J'ai ma liste devant moi, là, puis au mois de juin, je l'avais 14. Là. Fait que c'est pas. C'est pas un gars que je déteste. Là. Puis ça, c'est comme. Ça me fait penser à Jake Sanderson il y a 2 ans. Moi, je l'avais très bas. Puis là, les gens ils me demandaient tu l'aimes pas, tu l'aimes pas. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Encore une fois, c'est rien de personnel. Là. Moi, je regarde les gars. Est-ce que moi, je l'aime plus qu'un autre? Ben non. Puis Caulfield, encore une fois, puis je ne veux pas les comparer, mais Caulfield, il y a cette touche playmaker-là que moi, je ne voyais pas, que je voyais avec les USA, même s'il marquait parce que Jack Hughes, il le feedait, même s'il y en avait d'autres qui le feedaient, Boldy, Zegras, peu importe, quand ça tournait à 4-5 en avantage numérique, ça allait bien, mais je ne vois pas cette touche de playmaker-là avec Kemel. Je ne vois pas ça. Fait que, puis encore une fois, il y a des gars qui, je sais, PM, je pense qu'il l'a dans le top 5. C'est correct, vous avez en masse le droit. C'est chacun sa vision parce qu'on ne voit pas les games des mêmes yeux. Mais moi, Kemel, en ce moment, à part sniper, à part garder la rondelle sur sa palette puis contrôler un peu le jeu en entrée de zone, je vois rien qui me dit que ce gars-là, il va faire genre 80-90 points dans la Ligue nationale. Il va faire peut-être 40 buts, mais il va faire quoi? 40? Non, mais c'est ça, mais il va faire genre 40 buts. Non, mais mettons que tu repêches un gars premier, là. Tu sais, comme certaines personnes mettent, là. Kemel premier. Tu t'attends à quoi de Kemel? Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à 40, 40, 80, 40, 50, 90 dans ce coin-là? C'est ce qu'on attend de Kemel. C'est impossible. C'est impossible. Exactement. Fait que moi, c'est ce que je te dis en ce moment, c'est que moi, je vois Kemel faire dans son prime, peut-être qu'il va topper le 35, 40 buts. J'aurais pas de problème avec ça. Mais combien? Tu sais, genre 70 points, 65, 70 points.
Tu sais, peut-être plus que ça, OK, mais en ce moment, moi, je ne le vois pas personnellement. Je suis pas en désaccord avec ce que tu avances. Vraiment pas, même. On n'aura pas grand-chose à rajouter dans le cas de Kemel. Je l'ai un petit peu plus haut que toi quand même, mais pas de beaucoup. Là. Puis Pascal aussi, là, j'imagine. Il ne l'a pas nommé encore. Pour répondre à la question tantôt, là, c'est Gavin Brindley, le joueur qui jouait sur le trio à Nazer. Moi, je ne l'avais pas vu jouer encore cette année, lui, fait que je ne me souvenais pas de son nom. Mais bref, je suis allé voir sur Instat. Mais oui, Kemel, on va pouvoir en reparler là, parce qu'on ne l'a pas sorti, moi et Pascal. On est rendu au 12e rang. Fait que Pascal, toi, c'est-tu là que tu nous annonces Kemel ou c'est un autre joueur? Non, c'est Elias Salomonson. Elias Salomonson. Ben, regarde, moi aussi, Pascal, je l'ai au 12e rang. Fait que je te laisse aller. Puis si j'ai de quoi renchérir, je renchérirai. Il m'avait fait peur un peu en SHL. Je crois qu'il a joué en SHL dans la pré-saison. Parce que j'ai vu un match ou deux en SHL. Puis, en pré-saison. Il jouait quand même bien défensivement, sérieusement, mais il n'y avait aucune offensive, aucune relance, sauf par la passe. Et j'étais comme, boy, que ça. Déjà, sa performance au Linka m'a fait peur. Je voyais ça, j'étais comme, boy. Fait que là, tu sais, j'avais peur un peu. Fait que là, en national, ça m'a quand même calmé. J'étais comme, OK, il y a encore beaucoup de potentiel, ce joueur-là. Il a une bonne mobilité, il fait des bonnes décisions. Il n'y a pas vraiment de défaut. Je trouve quand même qu'il y a une game pro. Fait que non, j'ai regardé 11 matchs jusqu'à date de lui. Là. Non, je l'aime beaucoup. Puis c'est pas pour rien qu'il est 12e. Là. Je comprends pas comment le monde peut l'avoir après Jerry Sheck en ce moment. Là. Il est pas mime. Là. Il est vraiment pas mime comme Jerry Sheck peut l'être. Il n'est pas physique pantoute comme Jerry Sheck peut l'être. Mais il est plus pas mal. Il est vraiment plus efficace. Ouais. Ben, moi, je l'avais plus haut, fait que c'est sûr que je suis d'accord. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, moi, c'est son Lenka qui m'a inquiété, mais son jeu en Suède m'a un petit peu rassuré. Là. Fait que, tu sais, tranquillement, pas vite, je suis assez à l'aise de le placer 12. Là. Mais non, je comprends pas non plus les personnes qui le mettent sous Jiricek. Ça, je le comprends pas, par exemple. Là, oui, il n'y a pas eu un si gros Lenka, mais en même temps, il y a quand même moins de red flags que Jiricek dans son jeu. Vraiment beaucoup moins. Beaucoup il moins. Il y a des red flags typiques de la Suède. Ouais. C'est vraiment ça. Simon, toi, au 12, hein? Ouais, j'ai Simon Nemec. Puis là, ça, c'est un classement que j'ai à la mi-novembre. Ben, en fait, c'est pas à la mi-novembre parce que j'ai fait quelques ajustements, mais Nemec, je l'avais à peu près à ce rang-là aussi il y a quelques jours. Puis j'ai eu des visionnements, des derniers visionnements la semaine passée. Puis j'ai aimé son jeu un peu plus. Fait que je ne serais pas surpris qu'il continue à monter. Parce que moi, je le trouve, premièrement, offensivement, j'aime bien sa relance. Je trouve qu'il bouge bien la rondelle, bon coup de patin. Il y a un bon lancer. Là. J'ai vu des gens qui parlaient d'un lancer dévastateur puis tout ça. Peut-être que Jiricek a un meilleur lancer, là, mais Nemeth, je trouve qu'il a un bon lancer des poignets quand même. Je trouve que c'est quand même un bon lancer, quand même précis. Et je trouve qu'il y a un bon tir-passe. Vraiment un bon tir. Ouais, exactement. Ouais. À la Brisebois un peu. Là. Ouais. Patrice Brisebois, il faisait ça. C'est bon, ça. Non, mais pour vrai, le vieux référent. Non, mais le vieux référent. Aussi. Pour vrai, c'est. Ouais, tu sais, puis je suis content que tu m'amènes là parce que c'est vrai aussi que son tir-passe. Là, c'est ça, je parlais de Brisebois parce que là, moi, j'ai 35 ans. Excusez-moi. J'ai 33. Mais Marc. OK, ben, c'est ça, on donne les référents un peu aussi. Mais bref, oui, c'est ça. Fait que moi, à part le fait que des fois, en défensive, je trouve que sous pression, ça se corse un petit peu de son côté. Je ne le trouve pas si mauvais que ça en général. Fait j'ai aimé ses derniers visionnements. En fait, mes derniers visionnements, les siens, je ne sais pas. Là, mais bref, ouais, c'est un gars que j'ai 12 en ce moment, que je serais peut-être pas surpris de voir monter dans mon top 10. Surtout s'il connaît un autre bon championnat mondial de hockey junior, parce que l'année passée, il avait été très surprenant, vraiment. À 16 ans. Le coach l'employait dans des bonnes minutes aussi. Il y a des games qui se sont fait ramener des varlopes, mais il restait. Le jeune, il était là, puis il continuait à fighter, à se battre. Fait que c'est un gars que
serais pas surpris de voir peut-être monter, surtout avec le World Junior. Si je vois contre l'élite de son groupe d'âge, s'il est capable de bien sortir, je serais pas surpris de le voir monter dans mon top 10 et peut-être top 7, top 8 dans ce coin-là. J'ai probablement regardé les mêmes matchs que toi récemment parce que Nemetz, je l'avais un petit peu plus bas. Puis j'ai réajusté aujourd'hui en closant mon top 32. Je l'ai monté de 2 rangs. Il est plus haut quand même que 12e, mais effectivement, ces temps-ci, il joue du bon hockey. Là. Fait que j'ai réajusté moi aussi. Et c'est mon 11e... défenseur le plus élevé à date. J'ai pas d'autres défenseurs après. Fait que en ce moment, c'est lui mon top. OK. Ouais, ben, moi aussi, là, c'est mon meilleur défenseur dans ce repêchage-là jusqu'à présent. J'enchaîne avec le 11e rang. Un joueur que j'aime beaucoup. J'ai hâte qu'on s'en parle un petit peu. Connor Geeky. Oh! 11e. J'aime vraiment. En fait, je ne sais pas si j'aime autant le joueur que j'aime la comparaison que Pascal a apportée quand on s'en est parlé ensemble, au niveau de son style de jeu qui s'apparente beaucoup à celui d'Anze Kopitar. Puis Pascal m'en a parlé, puis je pense que c'était le lendemain que le Canadien jouait contre les Kings. Puis j'ai vraiment regardé Kopitar, puis j'étais comme, c'est vrai que Geeky, il ressemble. Je me suis empressé de texter Pascal. Ouais, Je dis, hey, c'est vrai qu'il a le même style, un peu de patin, puis encore là, tu vois, je pense que Geeky, tu sais, à 11, là, j'avais de la misère à l'embarquer dans mon top 10, mais je suis capable de comprendre les gens qui l'ont dans le top 10. Je pense que ça pourrait être un joueur qui. Ouais, ben c'est ça. Vous deux. Mais tu sais, je sais pas jusqu'à quel point il y a du monde qui vont critiquer son patin. Tu sais, parce que des fois, il donne l'impression qu'il patine pas vraiment. Puis, tu sais, j'ai regardé un match justement pendant l'entraque du CH hier. Puis, tu sais, en fin de game, je trouvais que, tu sais, il tombait beaucoup. Puis, on dirait qu'il n'y avait plus de gaz, tout ça. Là. Mais reste que ce joueur-là, moi, ce que je trouve, puis, tu sais, je le redis, je n'ai déjà parlé dans le podcast, c'est qu'il est partout, mais il est nulle part en même temps. Il est toujours bien positionné, je trouve. Dans les matchs que j'ai regardés, là, c'est vraiment un joueur qui est facilement repérable pour ses coéquipiers. Puis il n'a pas besoin de se déplacer hyper rapidement puis d'avoir le meilleur patin rapide explosif parce que son positionnement vient exactement combler ça. Fait que, non, moi, c'est vraiment un joueur que j'aime bien, le Connor Geeky. Puis je pense que vous aussi, là, si vous l'avez dans le top 10. Oui, on va en reparler un peu plus tard, effectivement. Ouais. Je vais y aller, moi, parce que mon numéro 11, c'est un peu la même chose que Nemetz. Pas dans le même sens, mais c'est Yurov. J'ai Danila Yurov, puis c'est un gars que lui aussi, je l'ai 11, puis c'est pas parce que je le trouve pas bon. C'est juste que j'ai regardé ses matchs de la KHL, puis oui, je vois des flashs, mais il y a des choses, il me manque des informations pour lui. C'est ça. Puis, je pense que ça va se jouer aux Juniors, aux World Juniors. J'espère qu'il va être là. Des fois, la Russie, on le sait que des fois, ils sont un peu fragiles avec les jeunes. Il y a déjà eu Podkolzin qui était là. Fait que, bon, moi, on a des espoirs d'avoir des jeunes dans cette équipe-là, même s'ils sont habitués d'utiliser beaucoup de 19 ans. Mais je vais vraiment surveiller son jeu là parce que je pense que c'est côté talent brut. Il est peut-être dans le top. C'est ça, il est peut-être dans le top 2, 3 de ce repêchage-là à mes yeux. Avec sa voix, mettons. Là, avec ouais, sa voix. C'est ça. Puis là, il faudrait vérifier. Mais côté talent brut, là, il n'y en a pas beaucoup qui l'accotent. Mais en ce moment, j'adore son jeu dans la MHL. Comme je disais auparavant avec Perevalov, je trouve que lui, il joue mieux dans la KHL, puis Yurov, il joue mieux dans la NHL. Fait que si je regarde dans l'élite, si je le vois jouer contre l'élite de son groupe d'âge, puis je le vois faire des choses sans nécessairement parler de points, là, si je le vois faire des choses avec la rondelle, si je le vois être créatif, on sait qu'il a de très bonnes mains, probablement encore une fois dans les meilleurs du draft.
je ne serais pas surpris de le voir monter lui aussi. Parce que là, en ce moment, j'ai des gars qui sont plus hauts uniquement parce que je les ai vus. Ouais, je les ai vus. Je sais qu'est-ce qu'ils vont me donner. Je sais qu'est-ce que moi j'aime puis qu'est-ce qu'eux, ils me donnent que moi j'aime. C'est la raison pourquoi je les ai plus hauts. Mais Yurov, s'il se met à jouer ou s'il se mettait à jouer dans le KHL plus que 5 minutes, il pourrait monter facilement. Il pourrait monter facilement dans mon top 5. Puis il pourrait peut-être même monter jusque dans mon top 3. En ce moment, je ne peux pas le faire. En ce moment, je ne peux pas le faire. Je suis entièrement d'accord avec toi. Puis, moi, 11e, j'ai Rutger McGroarty. On a pas mal dit ce qu'on voulait dessus. Là, dans le fond, c'est vraiment dangereux avec la rondelle. C'est comment se faire oublier. Puis Yurov, je l'ai 10e. Puis j'ai absolument rien à apporter de plus que ce que tu as dit. On manque de données. Sérieusement, on manque beaucoup de données dans la MHL. Il domine tellement avec Ilya Vushko. Voshko. Ouais, avec Voshko, c'est Vushko. Vushko. Ouais, en tout cas, que, oui, il faut le prendre en considération, mais pas tant que ça. Si on est capable de le voir en VHL au moins, moi, ça serait le fun, mais son équipe ne le fait pas jouer. Fait on fait ce qu'on a. J'ai vraiment hâte au World Junior. J'espère que ça va lui donner un petit boost là, avec des blessures dans son équipe là, pour qu'il puisse jouer, mais ils sont premiers ils sont vraiment hauts dans le KHL. Ouais. Donc, je ne sais pas s'il va avoir sa chance. Là. Mais c'est le genre de gars qu'une équipe va probablement prendre une chance dans le top 5 sérieusement parce qu'il a vraiment beaucoup de talent. Je ne serais pas surpris. Au 10e rang, moi, j'ai Isaac Howard du programme américain. Moi aussi, en fin de compte. Moi aussi. Moi aussi, je l'ai 10. Fait que... toi, tu l'as changé, Pascal, par exemple. Mais moi, je l'ai pour vrai 10. Ouais. Nous, on ne change pas notre top en plein podcast parce qu'on est influençable. Fait que je te laisse aller, Pascal, parce que probablement qu'on va se rejoindre sur pas mal de points. En fait, ouais, c'est ça. En fait, moi, c'est Matt. Oui, excuse. Oui, c'est parce que là, Pascal, il m'a mélangé avec. Non, c'est ça, il t'a mêlé. Vas-y, Matt, on va se rejoindre. Ouais. Écoute, Howard, c'est un dynamo offensif. Je le trouve vraiment impliqué constamment. On dirait là, que ce gars-là, il manque juste jamais de gaz. Il est très intense. Je disais dans le dernier match là, contre la Finlande, des fois, on dirait que cette année, le repêchage fait en sorte que les productions de points nous disent pas tout. Puis, là, vient le débat entre Brad Lambert et Kamel, que c'est un peu ça, là, c'est la production. On parlait tantôt de Noah Ostlund qui a connu un bon Lenka, exemple, mais que ça ne produisait pas. Mais reste que le joueur, on le préfère. Tout ça. Howard, à son match en Finlande, là, il aurait mérité au moins 4 buts. Puis, même quand il ne produit pas, il joue très bien, puis il est menaçant constamment. Fait que si on s'arrête juste à sa production, exemple, mettons qu'il tomberait en panne, tout ça, ben, ça serait quand même un joueur que j'aimerais regarder. Pour ses habiletés de patin, puis aussi pour ses mains. J'ai pas de misère à dire qu'il est dans les meilleures mains à mes yeux là, de ce repêchage-là. Sa capacité de déborder les défenseurs est quand même assez impressionnante. Là. Son accélération en entrée de zone, là, moi j'adore ça. Là. Il est très explosif dans ses manœuvres. Fait que c'est sûr que pour moi, le package en général, surtout au niveau de son implication, c'est un joueur qui me plaît beaucoup. Là. Exact. Surtout ses mains à haute vitesse, en fait. Ouais, c'est sa capacité d'exécuter à haute vitesse. Tantôt, quand on parlait de Jack Hughes, tantôt, là, côté main, Howard, c'est ça. Je pense que c'est Hughes plus côté main. Là. Je trouve qu'il y a des excellentes mains. Puis Howard, ce que j'adore de lui, c'est il y a un hockey IQ très élevé. Là. Tu le vois travailler dans les pas juste en attaque, mais en défensive aussi. Moi, je pense que, mettons, dans le two-way, il y a Cooley qui est dans une classe à part, peut-être, dans ce repêchage-là, côté two-way. Lambert n'est pas mauvais non plus. On va revenir avec Lambert, mais
je trouve qu'Howard il est vraiment sous-estimé dans cette facette du jeu-là. Ouais. Vraiment, je pense que, comme tu l'as mentionné, je pense pas que j'ai d'autres choses à ajouter parce qu'il y a un bon lancer, excellent coup de patin. Il pense la game rapidement. Fait que c'est vraiment, moi je l'ai 10 aussi. Puis, c'est un gars que peut-être qu'il pourrait monter aussi de mon côté. Il y a tellement un beau package pour un jeune qui n'est pas si gros que ça. Ouais. C'est impressionnant à voir aller. Puis tu parles aussi, on peut quasiment closer le point Howard là-dessus, là, mais tu parles de ses capacités two-way. Mais non seulement en zone défensive, mais je m'étais noté dans mes notes personnelles pour Howard qui récupère beaucoup de rondelles en zone neutre aussi. Fait que, ça, c'est quand même assez important là, avec sa vitesse. Quand tu récupères des rondelles en zone neutre, il est constamment capable d'effectuer la relance à partir de la zone neutre. Puis avec son explosion en entrée de zone, les défenseurs, bien souvent, sont pas capables de le contrôler. Ils sont sur le contre-pied un peu aussi, là, quand des fois, ils ça, prennent des rondelles. Là, puis... moi, je suis d'accord avec toi. C'est 10, moi, je le vois là. On a bien fait de qu'au le mettre 9e 10, rang, fait qu'au 9e rang, Pascal, il va avec Isaac Howard, c'est ça, je comprends? Ouais, c'est ça. Je l'aime encore plus. Pardon. 9e, moi, j'ai Kemel. Joachim Kemel. Oui, je trouve que c'est un sniper avant tout, surtout au niveau du one-timer. Mais je trouve qu'il est quand même capable de reconnaître les occasions, les situations en défensive. Au niveau des permutations, de backer son défenseur qui monte, ce genre d'affaires-là, je trouve qu'il est vraiment compétent là-dedans. C'est pour ça que je l'ai mis dans votre top 10. Yurov, je l'ai 10e, comme je dit tantôt, il se retrouverait probablement avant lui si j'avais plus de données. Même affaire avec McGroarty, que j'ai vu juste 4 fois. Parce que j'ai regardé 5 matchs ou 6 du programme, et McGroarty n'a pas été là tous les matchs que j'ai regardés. Donc, ça fait en sorte que j'ai juste regardé 4 matchs. Fait que c'est 2 joueurs qui probablement se retrouveraient avant lui si j'avais plus de données. Fait que Kemel est là, 9e. Je suis quand même assez à l'aise avec mon classement à lui. Il y a beaucoup de choses à aimer. Probablement que l'année passée, je l'aurais mis plus haut que ça. Mais avec la nouvelle façon un peu de classer les joueurs, de mettre Isaac Howard 10e et tout, je le mets 9e. Puis j'ai comme l'impression qu'il va sortir un peu autour du 10e rang, sérieusement, au repêchage. Je pense pas qu'il va aller top 5. C'est pas impossible. Si le Hurricanes choisissait top 5, probablement qu'il irait top 5. Là. Mais ouais, parce que c'est un Finlandais. Écoute, là, je serais même pas surpris qu'il sorte. Il y a un gros hype en ce moment sur lui. Je serais pas surpris qu'il sorte dans le top 5. Ben, si les Hurricanes choisissaient 10e, je choisissais top 5, d'après moi, ils sortiraient top 5 parce qu'ils font juste ça pour prendre les Finlandais. Mais ouais, je pense plus qu'il va sortir top 10. Ils doivent le voir, là, c'est un gars. Parce qu'en ce moment, on va voir au World Junior, puis après lui, là, dans son cas, le Junior va être quand même point de référence. Une façon de. Un point de référence, c'est ça le mot que je cherchais. Là. Parce que, moi, je m'étais noté qu'au Linka, ses entrées de zone, mettons, en powerplay ou à 5 contre 5, c'était le puck carrier. C'était lui qui rentrait la rondelle dans la zone, puis il le faisait très bien. Puis en Liga, ses entrées de zone sont dégueulasses. Fait que, tu sais, là, j'ai hâte de revoir, mettons, au championnat mondial junior aussi, qui se situe là-dedans, dans ses entrées de zone. Parce que si il me prouve encore que. Puis là, je le mets vraiment en guillemets, que ce n'est qu'un gars qui marque des buts sur des one-timers, ben c'est plate, mais il ne sera jamais capable de monter dans mon ranking parce que moi aussi, je l'ai 9e dans le fond. Fait que Kemel, pour Kemel, je pense que c'est ça. Puis le problème de Kemel aussi, c'est que des fois, au lieu d'être patient avec la rondelle, il la lance dans le chest. Il pisse ça. Un tir de loin que le gardien va arrêter. Là. Même moi qui ne goal pas sans glace, je pourrais l'arrêter. Là. Ça, en fait, ça avorte le jeu. Exact. Ça ne le fait pas progresser, ça avorte le jeu. Il y a tellement des bonnes mains. Il est capable, tu disais tantôt que ses entrées de zone étaient dégueulasses. Tu le vois des fois, en plus de ça, prendre la rondelle. Il prend la rondelle, mettons, aux oreilles dans sa zone, puis il est capable de l'amener. Puis il y a tellement des bonnes mains que il ne va pas gaspiller une entrée de zone en jetant ça dans le mid du goaler à 45 pieds du net.
c'est des goalers de la Ligue, c'est des goalers de la Liga, autant que je vais tracher la Liga pour des buts soft, là. Ils sont capables de les arrêter, ces shots-là. Là. Fait que, juste, prends ton temps, sois patient. Puis moi, j'ai peur, dans le cas de Kemel, qu'il y a beaucoup de personnes qui ne regardent pas beaucoup les matchs, puis là, ils checkent ses points. Puis là, il porte le casque doré, puis là, le tabarouette. Là, en ce moment, il était blessé il y a quelques semaines. Fait il a stoppé les points, puis tout ça. Mais, Caroline, que j'ai peur que c'est ça qui arrive dans son cas, qu'il y a beaucoup de gens qui checkent des points, puis. Quand on parlait tantôt de Lekerimaki qui était un meilleur sniper, mais c'est exactement ça. Lekerimaki, il ne va pas arriver, il ne va pas la shotter dans le chest. Il va essayer de changer son angle, de se déplacer pour shotter. Kemel, lui, il a shot. Peu importe ce qui arrive, il a shot. C'est ça. Et des fois, c'est juste ce qui va séparer un très, très bon marqueur de but d'un bon marqueur de but, c'est le petit plus. C'est ça, tu sais. Moi, pour Lekerimaki, je trouve que il va se donner, mettons, non seulement il va changer son angle, mais il va rentrer au filet en protégeant la rondelle avec son corps, puis en éloignant la rondelle du couvreur pour prendre un tir. Mais Kemel, dès qu'il voit un joueur arriver, il va la tirer. Il ne l'éloignera pas en protégeant avec son corps. C'est la différence, justement. Puis Lekerimaki va le rendre probablement plus efficace dans la Ligue nationale en faisant ça que Kemel en se débarrassant de la rondelle comme ça. Il pourrait être tellement plus dangereux qu'Amel s'il utilisait ses coéquipiers et qu'il allait se positionner dans l'enclave ou près du filet. Ça serait tellement plus simple pour lui. Un peu comme avec un gars comme Oslund, mettons, du côté de Lekerimaki, qui ouvre le jeu, je pense qu'Amel, il serait encore meilleur. Qui mettent Lambert avec. Ben ça, écoute, moi, j'ai mis l'idée là-dessus dans notre vidéo. Là. C'est ça, Lambert serait exactement le type de joueur qui ferait ça, qui créerait de l'espace à Kemel. Mais ça, on reviendra à Lambert, il s'en vient. T'as pas besoin, t'as Shane O'Brien. Ouais, Shane O'Brien, excellent Shane. On va passer au prochain. Ouais, Simon, toi, avec qui au 9e rang? Ouais, on est rendu au 9. J'ai Juraj Slavkovski. Puis la raison pourquoi j'ai... puis là, encore une fois, vous allez voir, ça va revenir parce que là, j'avais Kemel 13, puis là, vous allez revoir en montant pourquoi j'ai les autres en haut de Kemel. Moi, Slavkovski, encore une fois, c'est pas un gars qui fait beaucoup de points. On le regarde, tu regardes ses points, il fait pas beaucoup de points. Mais tabarouette que moi, j'aime son jeu. Il est tannant devant le filet, il s'en va récupérer des rondelles, protège la rondelle. Il y a des gens qui nous ont dit qu'il n'y avait pas des bonnes mains. Moi, je vais vous pointer certains matchs où est-ce qu'il contrôle la rondelle, fait de belles feintes, garde la rondelle sur sa palette, alimente ses coéquipiers, capable de lancer. On a vu prendre des bons lancers aussi dans l'enclave, près du filet. Il est tannant, il se bouscule avec les défenseurs. Moi, je trouve que c'est un bon power forward, un patin quand même très décent pour son gabarit. Puis, bon dans sa zone aussi. Exact, c'est ça. Très bon dans sa zone aussi. Donc, en ce moment, je l'ai 9 pour... parce que c'est ça, il y a ce côté travail-là que j'aime. Puis, il est plus gros que Howard. Donc, si je compare à Howard, il est plus gros que Howard. Il a un talent peut-être moins élevé en fait de main, en fait de feinte, puis tout ça. Mais je trouve que son jeu d'ensemble, côté physique, côté protection de rondelles, côté aller attaquer les gardiens, les défenseurs devant le filet, pour moi, ça lui donne une valeur supplémentaire, une valeur que tu peux mettre dans une équipe, n'importe quelle équipe, puis tu vas savoir ce qu'il va te donner, puis tu vas pouvoir avoir un playmaker avec lui, un tireur, puis lui, il va être capable de créer de l'espace, puis des choses comme ça. Donc moi, Slavkovski, je l'ai 9 en ce moment. Puis il pourrait monter aussi. C'est un gars, même chose au World Junior, j'ai hâte de le voir aller parce que c'est un gars aussi qui, je pense qu'il va prendre une autre petite coche supplémentaire au World Junior. S'il produit un peu plus aussi dans la Liga pour monter. Moi, j'ai les 8e, en fait. Slavkovski. J'ai les 8e, puis j'ai rien d'autre à amener, sérieusement. Genre de profil qu'on aime beaucoup, toi et moi, là, sérieusement. Là, très professionnel, très tannant, physique. Malgré qu'il est jeune, il a un gabarit, 6 pieds 4, je pense. 6 pieds 4, 225 qu'on disait dans la vidéo qu'on a faite. Puis il patine vraiment bien, donc comment ne pas aimer Slavkovski, je ne peux pas comprendre. Un choix top 10, là, assurément. Oh oui. Ouais. Oh oui. Puis même, je me serais attendu à le mettre un petit peu plus haut, mais finalement, je l'ai regardé en Liga, puis j'ai décidé de le descendre un petit peu. Fait que c'en est un, lui, qui
que j'ai hâte de voir au championnat mondial junior. Mais j'en parlerai pas tout de suite parce que moi, au 8e rang, j'ai Brad Lambert. Donc, j'ai mis les deux coéquipiers back-à-back. J'ai mis Lambert 8e, puis j'ai mis Kamel 9e. Lambert, j'en ai quand même parlé là, sur le site dans des textes, quoi de même. Fait que, je vais essayer de faire ça quand même quick. Je trouve que présentement, il subit un peu le traitement Lucas Raymond dans le temps, là, à cause de sa production un peu anémique, puis on questionne un peu son rôle, son utilisation dans son équipe, un peu comme Raymond dans le temps quand il était en SHL à son année de draft. Ben, je pense que Lambert n'a pas le crédit qu'il mérite comme joueur. Parce que moi, tous les matchs que j'ai regardés impliquant Kamel et Lambert avec Jip, ben Lambert a connu des meilleurs matchs que Kamel, en général. Mais malheureusement, quand tu regardes la feuille de line-up, ben, c'est pas ce qu'on pourrait dire. Puis, je trouve que Lambert manque de crédit. Puis, comme je viens de le dire, là, pourtant, ce serait le meilleur centre que Kamel pourrait avoir parce que c'est un gars qui est capable d'accepter la pression adverse puis de réaliser un jeu par après. Puis, je pense que le coach de Jip utilise les joueurs en fonction de certaines forces. Donc, Kamel est utilisé vraiment dans un rôle qui est offensif, qui est pur à lui ou ce qui est en mesure d'utiliser son tir. Mais comme Lambert est tellement complet que on va préférer l'utiliser comme un centre complet, mais par conséquent, son offensive est moins mise en avant-plan. Mais c'est pas parce que le gars il est plus offensif du tout. Là. Fait que c'est pour ça que moi, Lambert, je l'ai 8e. Mais je désespère vraiment pas dans son cas, là, honnêtement. Là, moi, je pense que ça reste quand même un choix top 10, là, Brad Lambert, là, assez facilement. Je l'ai 8e aussi. Fait que je m'obstinerai pas là-dessus, moi non plus. Puis moi, dans le cas de Lambert, ce que j'aime beaucoup de lui, c'est juste sa capacité à jouer sur 200 pieds en général. Je trouve que on parlait de gars de 200 pieds tantôt avec Howard. Je le trouve plus efficace. Je trouve que Lambert est plus efficace sur 200 pieds que Howard. Puis je trouve qu'il y a le côté de talent de Lambert, étant donné que les points ne sont pas là, on dirait qu'on le balaie un peu sous le tapis, mais il y a énormément. Il est très talentueux, là, Lambert. Tu le vois contrôler la rondelle des fois, là, puis c'est pas juste. Il n'y a pas des mains de ciment. Là, il est capable de faire des feintes, puis il rentre en vitesse dans la zone adverse. Moi, je l'aime beaucoup, Lambert. Je ne le vois pas descendre non plus tant que ça. La seule affaire de Lambert que je pourrais dire de négatif sur outre la production, c'est le fait que des fois, il ne s'adapte pas à ses coéquipiers qui sont mauvais. Mais tu peux-tu vraiment y dire? Tu peux-tu vraiment y en vouloir? Il est tout seul sur la glace. Il n'y a personne qui est capable de faire, de compléter ce qu'il fait. Ils sont pas bons. Crosby, lui, il va jouer avec Pascal Dupuis. Il va être capable de s'adapter à lui et que tout le monde soit content. Brad Lambert, il a 17 ans, il a encore de la misère. Mais c'est la seule affaire négative. Moi, je l'ai plus haut pas mal. Donc, c'est la seule affaire négative que je pourrais dire sur lui. Au 8e, t'as qui, Pascal? Je ne dis pas. Non, j'ai Slavkovski. Je vous en ai parlé tantôt. Je pourrais parler du 7e si vous voulez. Ouais, vas-y. J'ai M. Geeky. Ah, ben oui, OK. Anze Kiki. Ouais. Ouais, Connor Kopitar. Je parle beaucoup de joueurs que j'aime, genre le profil que j'aime beaucoup, puis Geeky est exactement le genre de joueur que j'apprécie beaucoup. Si j'étais un joueur de hockey, je serais comme ça. Une joke, sérieusement, oui, comme tu disais, le patin, je trouve qu'il patine quand même assez bien, mais il a tellement un bon sens de l'anticipation qu'il se démarque tout le temps sur la glace. Je pense pas qu'il va driver le jeu dans les nationales de hockey. Mais il va être le parfait complémentaire à n'importe quel joueur offensif, puis il va réussir à accumuler des points, selon moi, sans problème, parce qu'il est capable de suivre n'importe quel joueur. Il ne joue pas avec sa voix, même s'ils sont dans la même équipe, parce qu'ils sont en même position. J'aimerais ça quand même. Moi, je l'ai 7e. J'adore ce joueur. Ouais, moi, j'ai McGroarty au 7e rang, puis ça, je pense aussi que ça va être très controversé, peut-être pour certaines personnes.
Moi, McGroarty, je sais que son patin est peut-être questionnable. Peut-être que c'est foulé ou sa vitesse, son accélération est peut-être très ordinaire, mais il y a quelque chose que je vois en lui. Ouais, mais c'est ça, il y a quelque chose que je vois en lui à l'attaque qui me fait, je ne veux pas dire capoter, mais que j'aime depuis longtemps. Moi, McGroarty a toujours été dans mon top 10 depuis longtemps. Il a un excellent lancer, peut-être le meilleur shot, en tout cas un des meilleurs shots du draft, le meilleur shot du programme peut-être. Je trouve qu'à l'attaque, il est capable de, comme tu disais tantôt, Matt, il garde pas beaucoup la rondelle sur sa palette, mais prend des bonnes décisions. Fait que, quand, mettons, une décision rapide, il prend la rondelle, met ça à un endroit ou trouve un coéquipier. Moi, ça, j'aime ça aussi, parce que étant donné que je le trouve moins rapide, c'est plus difficile pour lui peut-être de comme shifter des défenseurs. Fait essaye pas d'y aller de jeu fancy ou des choses de même. Laisse les jeux fancy, le contrôle de rondelle à un gars comme Cooley, par exemple, qui a un bon patin et qui est capable de faire des feintes. Mais lui, il se place à l'attaque dans des endroits dangereux. Il a un excellent lancer, un avantage numérique. Je trouve que c'est un bon power forward. Je trouve qu'il est capable de jouer ce style-là. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, mais moi, en ce moment, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui m'accroche de lui en ce moment quand je le regarde. Puis, je sais pas s'il va augmenter son patin, s'il va améliorer son patin, mais j'ai comme eu dès que je l'ai vu dans les U17, j'ai comme eu un crush sur lui. Puis ça, c'est un problème peut-être des fois quand nous, on n'est pas des recruteurs, on est des gars qui checkent le hockey de façon, c'est très amateur, puis on fait ça pour le plaisir. Quand tu tombes en amour, des fois, avec un gars, c'est difficile de peut-être t'en séparer. Puis ça, c'est peut-être quelque chose que je vais devoir travailler pour la saison, mais en ce moment, moi, je l'ai 7e pour ça, même s'il y a des lacunes avec son patin. Le scouting, c'est une histoire d'amour, fait que c'est correct. Ouais, ben c'est ça. Des fois, ça dépend de l'histoire d'amour, mais... Ben écoute, l'année passée, j'avais vraiment beaucoup aimé un certain Isaac Rosen, puis j'ai gardé mon amour jusqu'à la fin dans mon top, puis finalement, il est quand même sorti haut là, au repêchage. 16e, je pense. C'est ça, ben je l'avais dans ce coin-là, moi, dans ma liste, mais tu sais, on s'entend que la liste, on la regardera dans 5 ans. Hein. C'est pas parce que je l'ai. Ouais. Je peux pas dire que je suis 16 sur 32 ou sur 31. Mais non, fait que c'est ça. C'est correct d'aimer des espoirs plus particulièrement. C'est bien correct de même. Puis, tu vois, moi, celui que j'ai au 7e rang, c'est un gars que dès les premiers instants, j'ai vraiment aimé regarder jouer, puis c'est Juraj Slafkovský. Hey, cette année, il y a des noms là, pas faciles. Le Scrabble, hein, c'est payant au Scrabble cette année. Mais ouais, on va parler de Slaf. Donc, Slaf, c'est ça, j'ai vraiment aimé ce joueur-là dès les premiers instants. Puis, tu sais, en Liga, c'est sûr que là, il y a des choses qui ressortent moins un peu. Fait que, tu sais, comme je disais tantôt, j'ai hâte de le voir performer au championnat mondial junior pour venir un peu plus cimenter mon opinion dessus. Mais, tu sais, je vais continuer de le regarder en Liga pareil parce que je veux le voir performer dans ce calibre-là aussi. Puis, je ne l'ai pas encore regardé dans la Saria. Fait que, tu sais, peut-être que je vais retrouver mon crush que j'avais pour lui là, dans cette ligue-là. Là. C'est d'après moi, offensivement, tu sais, je n'ai pas regardé ses stats à rien, mais d'après moi, offensivement, il doit plus s'éclater en Saria qu'en Liga. Ouais, ben oui, j'avais vu un match de la Saria, je me souviens pas c'était qui je regardais, puis il jouait contre, puis il était assez bon. Il était assez talentueux dans la Saria. Fait que, ben, ça avait bien commencé pour lui aussi au Linka, hein, Slafkovský. Oui, vraiment. Fait que c'est sûr que quand ça part bien de même, des fois, c'est un bel élan pour la saison, même s'il n'y a peut-être pas les points qui montent peut-être pas assez de points dans la Liga, mais il joue un bon jeu pareil. Non, c'est ça. 6e. 6e, moi, je vais y aller avec Simon Nemetz. C'est le défenseur le plus haut que j'ai. Pour toutes les raisons qu'on a nommées tantôt. Là, offensivement, je trouve que c'est un des gars qui
qui amène le plus de fiabilité au niveau du power play, au niveau de ses relances, tout ça. Puis j'ai hâte de le voir encore au championnat mondial junior contre la crème de son âge. Là, on l'a dit tantôt. Fait que, au risque de répéter tout ce qui s'est dit tantôt, là, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour. Je me trompe-tu, Pascal, ou tu l'as pas dit encore, toi? Tu l'as pas sorti encore, hein, Nemetz? Tu l'as dit au 6e rang? Le premier, à cause de son bombing shots. Ah, c'est ça. Okay. Non, je l'ai plus haut que ça un petit peu. Puis en fin de compte, je l'ai 17. Non, c'est une joke. Je change la mesure. Tu iras voir, j'ai dit les vrais rangs. J'ai Mathieu Savoie. Un gars qui pourrait être plus haut. Son début de saison m'a un peu déçu. Ça, c'est épicé, ça, là. Oui, ça, c'est 6e. Ouais. Je sais, il est 2, 3e généralement. Je l'ai 6e. Il m'a déçu un peu au début de la saison. J'ai regardé les matchs, puis ça m'énervait un peu. Parce que l'année passée, je l'avais vraiment aimé beaucoup dans USHL. Vraiment son aspect sniper. J'adorais ça. Il y avait du chien aussi sur la glace. Et c'est pas ça que j'ai vu dans WHL cette année. Plus l'aspect contrôler le jeu et fabricant de jeu et tout. Donc, c'est pas négatif. C'est juste que j'ai comme été surpris de sa façon de jouer. Puis, je trouvais qu'il n'était pas encore assez impliqué comparativement à l'année passée. Mais les 2 derniers matchs que j'ai regardés, ça commençait à être un peu plus comme l'année passée. Pas nécessairement dans le style de jeu, mais plus de chiens, plus dans les zones payantes, plus rapide, plus efficace, mettons. Donc, tu sais, je l'ai 6e, il pourrait être 2e. Juste le talent brut, c'est sûr qu'il est haut, là, à cause de la rapidité d'exécution et tout ce qu'il fait. Mais j'ai quand même eu un petit red flag au début de la saison. C'est pour ça qu'il est 6e. J'ai vu 6 matchs depuis le début de la saison. Je n'ai pas vu énormément. Et je suis pas mal sûr qu'ils vont augmenter, mais on va voir. Non, c'était une poussière finalement. Non, écoute, moi, au 6e, tout à l'heure, il y a quelques secondes, quelques minutes, je parlais de McGroarty qui était un crush. Frank Nazar, le 3e du nom. Au numéro 6, écoute, moi, c'est une petite tornade. Il est tellement... Moi, le côté éthique de travail de Nazar, c'est très important pour moi de le voir parce qu'il est très petit. Il est peut-être 5 pieds 9, 170 peut-être dans ce coin-là. Puis même s'il est plus petit, il est excellent dans toutes les situations. À toutes les fois, je le regarde à l'attaque, en défensive, à avantage numérique, désavantage numérique, éthique de travail incroyable, hockey IQ très élevé, il patine hyper bien, un excellent lancer, il est tannant, il va devant le filet, il picosse les joueurs. Écoute, moi, il n'y a rien que je déteste quand je regarde ce gars-là. Puis, en plus, le fait qu'il joue avec Howard, ça fait un trio qui joue parce qu'il a joué avec Bérard, il a joué avec Spicer de temps en temps. Je sais qu'il a joué avec Bérard, j'essaie de me souvenir, je n'ai pas le nombre de minutes exact, là, puis le nombre de matchs exact, mais ces deux-là ensemble, là, c'est un trio tellement dangereux sur la patinoire. C'est un gars qui... C'est ça, je pense qu'il complète bien Howard, pas parce que dans le sens, les deux, ils se complètent bien parce qu'ils jouent un style presque semblable. Fait qu'on dirait qu'ils pensent la game de la même façon. Fait ce qui fait en sorte que pour eux, la chimie est excellente. Le jeu, la façon comment ils jouent, ouais, pour moi, c'est exemplaire de la façon comment ils jouent Nazar puis Howard juste un petit peu plus bas. Je trouve qu'il y a un peu plus de talent puis un peu plus de chien que Howard. Donc, c'est la raison pourquoi moi, je l'ai plus haut. Puis, Nazar, là, c'est... ouais, je pense que pour un gars de 5 pieds 9, là, c'est très surprenant de le voir jouer. Puis, c'est surprenant de voir un gars de même haut dans les listes parce que des fois, ces gars-là, tu les vois dropper facilement. Mais moi, je peux pas le dropper parce que c'est ça. Il est tellement tannant sur la glace. Là. Puis pas juste tannant dans le style... d'aller picosser, c'est qu'il est près de la rondelle, il est prêt à attaquer les défenseurs, il est prêt à aller chercher sa bande. Ouais, moi, j'ai rien de mal à dire sur son jeu, outre le fait que
peut-être côté physique. Il est pas, étant donné qu'il n'est pas mature physiquement, il y a peut-être ce côté-là à améliorer, côté un peu implication physique, mise en échec, puis des choses comme ça, protection de rondelles, mais excellent joueur de hockey pour moi, je l'ai 6, puis je pourrais, juste là-dessus, vous le voyez, là, comment j'en parle, là, c'est comme... T'as l'arme à l'œil. Quasiment en amour avec, mais ouais, bref. C'est ça. On t'entend pas, Matt. On t'entend pas. Mais écoute, le numéro 5, je vais y aller. Numéro 5, Matt, j'ai c'était à mon tour. C'était à mon tour d'avoir un bug de micro. Excusez-moi, les boys. Mais j'allais juste complémenter sur Nazer. Sur Elite Prospect, moi, je l'ai à 5 pieds 10, par exemple. OK, Simon, bon, fait écoute, que, peut-être grandi. regarde, il a franchi la barre du 5 et double digit. Fait que il est correct. Il est correct. Mais ouais, au 5e rang, toi, t'as Geeky, Simon? Ouais, moi, j'ai Geeky très, très... je l'ai monté un petit peu dans les derniers visionnements que j'ai eus. Puis c'est ça, je ne redirai pas ce que vous avez dit, mais je trouve que juste overall, c'est un joueur qui est utile de plusieurs façons. Je trouve qu'il a un excellent lancer. Fait que, en fait, il a un excellent lancer. Il a un bon lancer. Je trouve qu'il n'y a pas de lancer sur réception. On dirait qu'il n'a jamais pris de sur réception de sa vie. Puis moi, le petit knock que j'ai contre lui, c'est sur les face-offs, les mises en jeu. Des fois, il fait des techniques de mise en jeu. C'est assez épouvantable. Des fois, il veut la pousser en avant. On l'a vu dans la vidéo que j'ai faite. Il veut la pousser par en avant, puis il manque tout simplement la rondelle. Il ne la touche pas pantoute. Fait que, c'est vraiment... des fois, c'est assez gênant, mais si on parle du joueur en général, très, très peu de mauvaises choses à dire de son côté. Puis je pense que... Moi, je trouve qu'il a un bon patin aussi pour son gabarit. Fait que, capable de dropper les gants aussi. Capable de dropper les gants, ça, on n'a pas le droit de dire qu'on aime ça, mais on aime ça. De temps en temps. 5e, je vais tout j'y aille. Ouais, c'est là que j'ai mis Simon Metz. Il m'a vraiment impressionné au Hlinka, sérieusement. Dans les premiers matchs dans la ligue en Slovaquie. J'avais comme un petit blanc. La seule affaire qui m'énerve dans son cas, c'est son tir. Jamais il va descendre pour décocher ou pour slapper à rondelle. Jamais, 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 jamais. Descendre un peu plus de la ligne bleue. La plupart du temps, il va bouger le long de la ligne bleue. Vraiment, il y a un patin élite, là, on va se dire, une bonne agilité. Il va être capable d'influencer la boîte défensive, ouvrir les lignes de passe, puis utiliser ses coéquipiers en avant du net ou en périphérie pour créer des occasions de marquer. Mais j'aimerais vraiment ça que l'option tir soit plus là pour lui. Ses choix de lancer m'énervent un peu plus, sauf qu'il fait des tirs-passes, c'est très bon. Mais c'est ça. Dans sa zone, c'est pas un gars physique, là. Non. Il n'y a pas beaucoup de gars physiques là, dans cette ligue-là. Mais dans sa zone, sous pression, il y a de la misère un petit peu. Il va être un peu sur bord de la panique des fois. Mais quand il y a juste une fraction de seconde de plus, il va être capable quand même d'utiliser son patin pour évacuer la pression. Ça, j'aime bien ça. Puis ça fait un bout que je l'ai vu. Là. J'ai quand même vu 15 fois depuis le début de la saison. Là. C'est un gars que j'aime beaucoup. Là. Mais il va falloir quand même qu'il m'en donne un peu plus. Mais je suis quand même à l'aise de le mettre dans le top 5. Là. C'est un défenseur moderne. Là, que n'importe quelle équipe serait chanceuse d'avoir à la ligne bleue. Au 5e rang, je débute mon top 5 avec Ivan Miroshnichenko. Donc, vous aurez deviné que j'ai pas encore nommé Danila Yurov. Donc, j'ai Yurov avant Miroshnichenko parce que c'était l'évaluation que j'en sortais au Linka. Puis je comprends, tu sais, en KHL, Yurov, il manque de données, puis ça. Mais tu sais, moi, dans mon évaluation, ce que je suis rendu, j'ai regardé plus de matchs en MHL. Fait que moi, l'échantillon que j'ai présentement, ça me tentait pas de regarder des matchs de 35 secondes en KHL. Fait que je les compte pas. En fait, j'en ai écouté des matchs de lui en KHL, mais tu sais, des matchs d'une minute, je mets pas ça dans mes visionnements. Tu sais, à un moment donné, à 3 chiffres là, par game. Fait que c'est ça. Fait que Yurov, moi, je le mets avant Miroshnichenko parce que, tu sais, côté offensif, moi, au Linka, pas au Linka, excuse, c'était au U18.
C'était au U18 que j'avais préféré Yurov. Moi, il m'avait vraiment impressionné puis tout. Fait que, tu sais, déjà en partant, je commençais avec un sentiment favorable pour Yurov. Fait que pour l'instant, je m'en tiens à ça. Puis j'ai déjà écrit mon texte pour le top 32 que je vais mettre sur le site. Puis, tu sais, à savoir qui va être avant qui là, entre ces deux-là, ben, c'est probablement World Junior que je vais départager ça. Fait que ce sera à suivre. Pour Miro, ben, à mon avis, c'est potentiellement le gars qui est le plus NHL ready présentement pour jouer dans la Ligue nationale. Fait que ça me surprendrait bien gros qu'il sorte de mon top 5 quand même, de par son jeu physique puis par son jeu offensif. Là. C'est un train, on l'a souvent dit. Fait que c'est vraiment. J'ai de la misère à l'exclure de mon top 5. Ça va prendre des bonnes performances des gars qui sont en dessous de lui. Slavkovski serait un des gars qui pourrait le déloger là, parce que j'ai quand même une petite préférence pour ce gars-là. Côté gabarit aussi, il pourrait. Mais Miro Shnichenko, en dehors d'un top 5, j'ai un peu de misère avec ça. Fait que pour moi, il est au rang numéro 5. Oh, tabarnak. On t'a perdu sur la caméra. Ouais, attends, stick là. Et je sais pas comment ça se fait que j'ai perdu la caméra, tabarnak. Ben Pascal, tu veux-tu commencer avec ton rang 4 pendant. Oh, il est de retour. un petit accrochage, là. Ouais. Qui t'a au niveau. Ouais, ça. Moi, qui j'ai au 4? Au 5, non? Au 5, j'ai dit qui, moi? Ok, c'est bon. Moi, au 4, j'ai Brad Lambert. J'aime beaucoup son potentiel, sérieusement. T'sais, oui, on a fait le tour un peu. Là, moi, sa rapidité, tout ce qu'il fait à haute vitesse m'intéresse vraiment beaucoup. Il pourrait être plus haut s'il était capable de s'adapter à ses coéquipiers. J'ai hâte de voir au Mondial Junior qu'est-ce qu'il va nous offrir. Puis j'espère qu'il n'y aura pas le même traitement qu'à Tour à tout. Je pense pas, sérieusement. Le monde, il voit qui est vraiment bon sur 200 pieds et tout. Là. C'est un joueur typique pro. Là, fait que, il n'y a pas d'affaire à haute vitesse. J'ai pas de misère. C'est un joueur fibre. Mauvaise blague. Désolé. On peut passer au prochain. Non, mais Lambert, juste pour revenir avec Lambert, là, écoute, si premièrement, il y avait des gens qui s'inquiétaient parce que là, il n'avait pas été sélectionné pour le camp, ou je ne sais pas trop, là, le genre de pré-camp de Finlande, là, peu importe. Là. Écoute, si Lambert, il drop 52 comme Atou. C'est impossible. Là, excuse-moi, mais il y a les gens qui vont nous dire qu'on est des scouts de Twitter, là, on peut faire ce job-là dans la Ligue nationale dans ce cas-là. Parce que sérieusement, le Lambert, c'est correct, tu veux le dropper 15, 20, 25, ok, tu as tes raisons, mais là, deuxième ronde, tu vas me faire croire qu'il y a 50 gars meilleurs que lui. Impossible. Encore une fois, on ne se prétend pas scout, là, mais comment, là, on n'est pas des épais quand même. Là, on les regarde, les games. C'est pas un. Tu ne veux pas le mettre dans ton top 5, mais il n'est pas dans ton top 5, mais 50e, là, moi, j'ai de la misère avec ça. Non, c'est ça. Moi, quatrième, j'ai Ivan Miroshnichenko, justement, comme un petit peu un rang plus haut que Matt. Puis je vais pas tant m'éterniser non plus là-dessus parce que je trouve que son jeu dans la VHL, des fois, je trouve qu'il y a son niveau de compétition, des fois, il drop. Il varie, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Il n'est pas toujours au même niveau, mais j'aime son lancer. Je trouve qu'il a un très bon coup de patin, capable de bien contrôler la rondelle. Fait que vraiment, ouais, gabarit, s'implique physiquement. C'est un sniper, lui, c'est un vrai. Il y a snipe, puis il y a snipe sur réception aussi sur le one-timer. Fait que vraiment, ouais, moi, c'est encore une fois, même chose comme toi, Matt. Si Yurov et lui, ça va être vraiment au niveau du World Juniors où est-ce que je vais pouvoir me faire une meilleure tête sur ces deux-là. Puis ce qu'il y a de le fun aussi avec Miro Shnichenko, c'est que tu dis que c'est un sniper, puis effectivement, là, il y a un solide boulet de canon là, comme tir. Là. Mais au pire, si, mettons, il n'est pas capable de transposer ça dans la Ligue nationale, ça peut quand même devenir un power forward qui est capable de générer de l'offensive.
Fait que t'as comme. Ouais. Tu sais, c'est pour ça que je trouve que c'est quand même possiblement un des joueurs les plus NHL ready. Là. Tu sais, c'est un peu pour ça. Là, c'est que la game pro, il l'a, mais tu sais, il peut agir sous différents chapeaux là, tu sais, présentement. Fait que c'est pour ça que dans son potentiel, je trouve ça le fun. Dans la pré-saison de la KHL, j'avais vraiment aimé avec Omsk, dans l'équipe de Bob Hartley. Ouais. En fin de compte, il n'a pas fait l'équipe parce qu'il ne pouvait probablement pas lui donner le temps de jeu qu'il mérite. Là. Mais dans VHL, au début, probablement qu'il était vraiment déçu d'avoir joué d'avoir été rétrogradé. Je le trouvais un peu vache à la glace. Il y a eu une slump. Là, dernièrement, quand je l'ai regardé, j'ai vraiment retombé en amour avec son jeu, sérieusement. Quel joueur de hockey? Moi, j'allais troisième. Ouais, il joue bien. J'allais vraiment dans le top 3. Il y a le profil, là. Il n'y a pas de négatif à dire sur ce joueur-là. Là. L'année passée, il aurait été très haut dans le repêchage aussi s'il avait été là. C'est vraiment un bon joueur de hockey. Je l'ai regardé 21 fois à date. Moi, je l'ai regardé 15 fois. Fait que... j'aime beaucoup ce joueur-là. Écoute, moi, ça fait un bout là, que je suis vocal sur lui, là, même au U18 et tout ça. C'est toi qui me l'as vanté au début, puis je suis vraiment d'accord. C'est un gars, c'est un gars que je pense qu'avec son gabarit, puis son patin, puis son tir, puis juste sa game en général, Sure shot. Moi, les boys, au 4e rang, j'avais Yurov. Là, j'en ai parlé en même temps que Miroshnichenko. On a quand même fait pas mal le tour. Fait que Simon, je te relancerai avec ton 3e dans le fond. On rentre dans le top 3. Pascal, Miroshnichenko, tu y vas avec qui au 3e rang? Moi, j'ai Logan Cooley au 3e overall. Okay. Puis, écoute, on va être deux. Moi ça. aussi, j'ai Cooley au 3e. Je pense que Cooley, puis Pascal doit l'avoir 2 si je me fie à sa liste. Je ne l'ai pas classé. Fait que, non, c'est ça. Mais écoute, Logan Cooley, que dire de plus de Cooley en ce moment que excellent gars two-way, que je trouve qu'il a de très bonnes mains, il sort des feintes assez spectaculaires, capable d'alimenter ses coéquipiers, intelligent sur la glace. C'est un gars... moi, je sais qu'il y a un peu de hype en ce moment pour quasiment le faire déloger Shane Wright. Je peux comprendre le hype parce qu'il joue vraiment une game, vraiment une superbe game. Là, aujourd'hui, on a appris qu'il allait faire partie du camp des États-Unis, très mérité. Ouais, j'espère qu'il va faire l'équipe, même un peu comme Beniers l'année passée. Même si Beniers était late, c'est le fun d'avoir des joueurs qui vont se faire repêcher dans cette équipe-là. Puis je pense que c'est un gars qui est tellement... Moi, je le trouve moins complet que Beniers. C'est un autre débat, mais en ce moment, je trouve qu'il joue une game incroyable. Je pense que c'est le meilleur joueur du programme. Et je ne veux pas dire de loin parce que on voit que j'ai Nazer, j'ai McGorty, j'ai Howard aussi qui est là, mais je pense que dans sa game en général, c'est ça. Je pense pas qu'il y a personne qui peut l'accoter du côté des États-Unis. Puis ça se joue à pas grand-chose, si tu veux, avec le 2e que j'ai sur ma liste. Ouais, ben, Motu, c'est pareil. Je te dirais, pour Cooley, ça ne joue pas grand-chose avec Mathieu Savoie, que j'ai 2e. Que Pascal a loin, hein, je regarde dans l'écran. Il est loin. Hein. C'est sûr que tu ne veux pas le changer, là aussi. Il est changé. Il est sur l'autre page. Non, c'est ça. Ah, c'est ça, il est sur l'autre page. J'ai Savoie 2e aussi, fait que vas-y, Matt. Très à l'aise. Ouais, ben Cooley, en fait, c'est ça. Moi, c'est sa capacité de rendre tout le monde meilleur autour de lui. C'est assez frappant. Là. Puis pour Savoie, ben, c'est le talent brut, pur et dur. Effectivement, dans USHL l'année passée, je trouvais qu'il était plus impliqué physiquement que cette année en WHL. Ouais. Je ne suis pas un expert au niveau de savoir les ligues, ça ressemble à quoi. Puis tout, j'ai toujours eu la perception que la WHL était peut-être c'était une des ligues, en fait, la ligue la plus physique au Canada, dans le junior. Est-ce que c'est plus physique que la USHL? Je n'ai pas encore assez d'expérience pour départager ça. Fait que, est-ce que Savoie était plus à l'aise physiquement dans USHL parce que ça jouait moins physique qu'en WHL? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça peut être un facteur.
Mais pour moi, c'était pas un red flag pour le descendre. Je trouve qu'au rang 2, côté talent brut, là, on est pas mal là. Puis l'année passée, quand il avait joué dans la AJHL avec Dylan Gunther, j'avais préféré Mathieu Savoie à Gunther. Pas de loin, mais avec une bonne longueur d'avance, là, je dirais. Là. Puis, tu sais, Gunther, de mémoire, je l'avais classé fringe, top 10, peut-être 10e. En tout cas, je me souviens pas. J'ai pas ma liste à côté. Mais, tu sais, pour moi, Savoie, honnêtement, il fait pas mal tout de bien sur la patinoire. Je trouve que j'ai pas grand-chose de négatif à dire sur lui. Mon échantillon est encore petit à ce niveau-là. Là. J'ai commencé à le scouter peut-être un petit peu plus tard avec Geeky. Fait que, tu sais, je surfe encore sur mes observations de l'année passée, là, mes souvenirs de l'année passée. Mais, tu sais, même si je grossis mon échantillon, ben, c'est sûr que je vais le grossir, en fait. Mais je pense pas en fait, je suis persuadé qu'il ne sortira pas de mon top 5. À moins vraiment là, d'une catastrophe. Là. Ça en prendrait une grosse catastrophe. Écoute, ça prend vraiment une catastrophe pour avoir Mathieu Savoie en dehors d'un top 5. Sincèrement, là, c'est une aile. Je sais pas ce que Pascal il fait. Là. Je regardais le top 31 de Matt l'année passée. De Gunther, il avait 7e. Puis je t'emmerde. 7e. Moi, écoute, moi aussi, j'ai Mathieu Savoie, rendu là, on commence à s'en rendre compte. Là. Mathieu Savoie, Savoy, parce qu'il l'appelle de même. Savoy, ouais. Mathieu Savoy, le frère de Carter Savoy. Écoute, moi, j'étais d'accord avec toi sur vraiment beaucoup de points, dans le sens que dans la AJHL, quand il a joué pendant qu'il y avait la COVID, là, en attendant que ça reparte, il jouait avec Gunther, puis je le trouvais meilleur, je le trouvais plus physique. Puis dans la USHL, même chose. Sauf que moi, la raison peut-être que j'ai, parce que je pense que la WHL, c'est plus physique que la USHL, la raison que j'ai, c'est que je trouve qu'avec Dubuque, il jouait avec Dubuque l'année passée, là, je pense que son rôle était plus de finisher, si je peux me permettre peut-être l'expression. Pas qu'il ne faisait pas d'autre chose, mais je pense que les gars de la USHL lui feedaient beaucoup plus la rondelle de ce que moi j'avais vu en regardant Dubuque par visionnement croisé puis tout ça. Puis j'ai l'impression que dans la WHL cette année, oui, il est capable de marquer parce qu'il a un bon lancer, mais j'ai l'impression qu'il est tellement bien entouré qu'il peut se permettre aussi de distribuer la rondelle. Parce qu'il y a Zach Benson qui est là aussi, qui est un jeune que moi j'adore, qui est là l'année prochaine, que j'ai déjà dans mon top 5. Bref, il y a McLennan qui est là aussi pour le Ice. Fait que, je pense que le côté offensif de lui, c'est plus on se fait confiance toute la gang, on sac la rondelle au net, on se passe la rondelle, puis qui marque le but, ça sera celui qui va marquer le but. Mais je pense que le côté talent, c'est peut-être plus élevé en ce moment. Ben, en fait, pas peut-être, je pense que le talent du Ice en ce moment est plus élevé que ce qu'on a vu de Dubuque l'année passée. Fait que c'est normal, je pense, de voir une production élevée côté points, mais peut-être moins de buts parce que tu peux la passer à gauche puis à droite, tu peux la passer en arrière. Il y a Lambos qui est là aussi. Fait que, tu sais, je pense qu'il est tellement bien entouré que il y a moins ce rôle-là de finisher, de gars un peu qui est celui qui va driver, qui va finir le jeu du côté du Ice. Ben, good. Bien sûr. J'ai Logan Cooley, deuxième dans mon ranking, un gars que j'adore. Un autre un profil que j'aime beaucoup. Là, je n'ai rien à apporter de plus de ce que vous avez dit. Là. Le seul qui pourrait challenger un peu, peut-être au premier avec sa voix Shane Wright, là, mais ça n'arrivera pas. ça n'arrivera pas. Fait que j'ai hâte de voir s'il va faire le mondial junior. J'aimerais vraiment ça. Et premier, je pense qu'on a tout un... Premier, moi, j'ai un... OK, non, mais attends, là, moi, j'ai un gars des Frontenacs de Kingston
Et c'est Lucas Edmonds. Non, Ah, c'est ça. c'est bien ça, Paul c'est bien Ledwinski. ouais, c'est ça. Effectivement, c'est Shane Wright au premier. Je pense qu'on Simon, a. Simon Vas-y. sur Twitter, tu as été assez vocal sur le cas de Shane Wright. Ouais. Lorsque des gens remettaient en doute son rang comme premier choix, ton ressenti sur Shane Wright, j'aimerais ça que tu nous partages ça, parce que peut-être que les gens qui écoutent ont peut-être pas vu les threads, les discussions qui s'en sont sorties. Fait que, tu sais, puis en fait, la question est ouverte à tout le monde. Fait que, tu sais, Pascal, on peut intervenir, là, mais je sais que Simon, tu as été vocal là-dessus. Ton opinion sur Shane Wright par rapport au fait que c'est un choix incontesté au premier rang. Ça, c'est un problème que moi, je fais des listes depuis 2010, puis je suis le repêchage depuis très longtemps. Là. Ça date, c'est Simon Gagné qui va commencer à me faire checker le junior, puis les repêchages, puis des choses comme ça. Fait que, puis souvent, quand on a un premier choix incontesté depuis plusieurs années, là, mettons, comme dans les récentes années, tu as eu Tavares, tu as eu le débat Taylor-Tyler, tu as eu l'année passée Lafrenière, ben pas l'année passée, mais il y a 2 ans. Ouais. L'année passée, Powers, c'était un peu mouvant. Fait que, il aurait pu avoir n'importe qui au premier. Là. Ouais, il y a mais eu Jack Hughes. ouais. Mais tu sais, Ben, en c'est même ça. temps, Power était comme pas incontesté, mais majoritairement le premier choix. Mais il y en a Ouais, quand même qui trouvaient le moyen de le classer 9e ou même 12e. Tu sais. Fait que c'est ça. Mais à toutes les fois que tu as un gars que ça fait, mettons, 2 ans, là, 2 ans qu'on dit, lui, tu sais, Jack Hughes, là, moi, quand je faisais mes listes, mettons, en 2018 ou avant, c'était lui le premier. Lafrenière, quand il a commencé sa carrière dans la JMQ, puis qu'il a fini sa première saison, on savait que ça allait être lui le premier. Tavares, même chose. Tavares, à 15 ans, il est arrivé dans la OHL, puis on savait que ça allait être lui le premier. Souvent, quand c'est ça, à un moment donné, tu scoutes le gars, puis là, il est over-scouté, puis il est tellement bon que là, il y a des attentes. Puis là, tu te dis, OK, mais là, tu commences à y trouver des défauts. Tavares, c'était ça. Tavares, là, il a scoré, je pense, 72 buts à 16 ans. Puis là, un moment donné, à 18 ans, parce que c'était un late, fait que l'année de 18 ans, là, on commençait, ah ouais, mais là, il a l'air manqué de motivation, il a l'air moins bon défensivement. Puis là, Edmund, tout à coup, il était dans la conversation. Jack Hughes, même affaire. Jack Hughes, beaucoup de talent, les buts. Puis là, tout à coup, hop, il y a d'autres gars qui sont dans la conversation. Lafrenière, même chose. Lafrenière, c'était Kako avec Hughes. Tout à coup, Kako, il avait eu un bon championnat mondial junior. Hop, qu'est-ce qu'on fait? Kako, il est-tu meilleur? Kako, il est-tu meilleur que Hughes en ce moment? Là? Non. Hughes est blessé, mais quand il va revenir, tu vas le savoir. Lafrenière, même chose. Ah, là, il est donc bon. Là, tout à coup, Puis là, c'était Byfield. Byfield, tout à coup, il est sorti de nulle part. Ben, pas qu'il était sorti de nulle part, mais là, c'était lui le premier. Ça arrive tout le temps, ça. Parce que ça, c'est un problème d'attente. On a des attentes élevées pour ces gars-là. Puis là, Shane Wright, en ce moment, il a juste 22 points. Je sais pas, 22 points en 15 games, peu importe. Il a juste 22 points. Il faudrait qu'il y en ait 40. Il faudrait qu'il y ait le même nombre de points que Savoy a en ce moment. Fait que là, les gens, ils se mettent à dire, ouais, mais là, c'est pas normal qu'à 15 ans, il était tellement bon, puis là, à 17 ans, il a l'air d'être moins bon qu'à 15 ans. OK, mais est-ce que le 17 ans de Shane Wright, il est moins bon que, mettons, Cooley, même si Cooley a progressé depuis 1 an et demi? Est-ce que le Cooley, en ce moment, il est au niveau de Shane Wright? Moi, c'est ça qui me dérange des fois dans certaines évaluations. Parce que Shane Wright, le côté point, il n'est peut-être pas là. Mais si tu regardes sa game défensivement, il est efficace pareil. C'est pas un pied de céleri en défensive, Shane Wright. Il y a des gens qui disent qu'il est meilleur que Logan Cooley. Moi, je n'irais pas là. Mais overall, c'est un joueur qui est très bon défensivement, qui est capable d'amener de l'attaque. C'est un leader. Puis tu vas le voir. Moi, on a parlé à André Tourigny l'année passée. Il n'y avait que des bons mots à dire sur lui.
en fait, toutes les fois que le nom de Shane Wright était sorti pendant les matchs préparatoires, c'était toujours excellent, bon jeune, il fait sa petite affaire. Dave Barr, ensuite de ça, au U18, même chose, c'est un leader, c'est notre pilier. Quand il s'est blessé 2 games, c'était on part une grosse perte. C'est sûr qu'il ne dira pas qu'il est pourri, mais juste, c'est un morceau, c'est un gros morceau. Les gens, ils ont du bon à dire de lui. Puis là, on entend qu'il a l'air pas motivé. C'est les mêmes choses qu'on entendait avec Tavares. C'est la même affaire que j'entends avec Tavares que là, j'entends avec Shane Wright. Puis ça me dérange parce que il faut que tu comprennes. Puis là, je me mets pas comme si j'étais un scout de haut niveau, tout ça, mais peut-être que là, en ce moment, il joue juste une game pour gagner. Il joue plus une game complète pour gagner, pour aller chercher la coupe, au lieu de juste faire du pad statting, là, stacking, on se fait des stats padding, je veux dire, là, j'ai inversé les deux. Ben, peut-être qu'il fait moins de points juste parce qu'il veut se concentrer sur sa game. Mais je te garantis que si tu demandes à un paquet de recruteurs à Ligue nationale, là, je pense pas qu'il doit y avoir beaucoup de débats sur Shane Wright en ce moment. Mais le débat Twitter, c'est ça. Twitter, c'est ça. On débat, puis on lance des noms parce que c'est le fun. Parce que ça fait comme Kemel qui est au first overall. Puis, OK, mais c'est sérieux. Sérieusement, Kemel est first. Parce que sérieusement, si tu me dis que Kemel est meilleur que Shane Wright, c'est parce que Kemel, il va faire 50 buts, il va faire 90 points, il va être solide défensivement, il va driver le jeu, il va aider ses coéquipiers. Puis il va être capitaine. Puis il va être capitaine. C'est ça, là. Ouais, c'est sur Twitter, souvent, ce qui est tendance, c'est que le monde, ils viennent te challenger sur quelque chose. Ouais, mais tu sais, lui, mais en tout cas, je l'ai jamais vu jouer, je veux que tu m'aiguilles. Mais c'est ça. C'est ça. Tu l'as jamais vu jouer, c'est ça. Ben, j'ai écouté une game. C'est notre dans opinion les discussions, dans les discussions qu'il y a eu, puis qu'on a été impliqués là, sur Twitter, puis que ça parlait de Kemel, tout ça, je faisais juste demander pourquoi. Une question assez simple, là, que à 3 ans, là, c'est le mot qu'on répète tout le temps. Là. Pourquoi? Puis, tu sais, oui. J'étais un peu, ouais, c'est ça, on est un peu là-dedans, là, Pascal, mais tu sais, c'est pas compliqué, là. Si tu mets Kemel premier à la place de Wright, explique-moi pourquoi. J'ai pas encore eu de réponse. J'attends encore, là. J'ai pas encore eu de réponse qui est acceptable au niveau des opinions, au niveau des arguments. Tu sais, si je te dis pourquoi, puis tu me réponds, ben check Kemel, il produit en Liga. Si c'est ça l'argument, ben je suis désolé, mais c'est pas un argument assez pesant. Moi, je voudrais qu'ils répondent. T'es scout, mais il est bon, il est pas bon. Il est bon, oui. Mais c'est ça. Tu sais, il y a un problème. Il y a un problème, je trouve, surtout en ce moment dans le scouting sur Twitter, où est-ce que, puis tu l'as soulevé le point, Matt, où est-ce que on a l'impression qu'il y a beaucoup de calls depuis plusieurs années, là, on dirait que c'est juste pour faire réagir. Ouais. Puis je comprends d'alimenter la discussion. Tu sais, on parlait avec, puis je vais le nommer, là, c'est Ben Misfed. Là. Il y avait une discussion, puis lui, il disait qu'on peut entretenir la conversation. Absolument. La conversation, si toi, tu penses que Cooley il est meilleur ou il s'approche de Shane Wright, le gars, puis il s'est rapproché, c'est parfait, puis il a ses opinions. Mais c'est juste que moi, j'ai de la misère à voir en ce moment à Shane Wright à 17 ans, même s'il ne connaît pas peut-être la saison la plus spectaculaire, j'ai de la misère à dire que sa progression, elle est en bas de qu'est-ce que. Tu sais, il n'a pas régressé. Là. Il n'a pas régressé Shane Wright. Là. Il n'a surtout pas joué l'année passée. C'est ça. Peut-être qu'au niveau de la production de points, ça semble être une régression. Mais est-ce que c'est quand même. Est-ce que c'est quand même suffisant pour dire qu'en ce moment, le Shane Wright à 17 ans, il est moins bon que Cooley à 17 ans, même si Cooley a progressé. T'sais, si, mettons, Crosby il avait arrêté de progresser à sa 2e année, au lieu de faire 160 points, il avait fait 102 points. Est-ce qu'on aurait quand même dit qu'il a-tu régressé?
Des fois, ça va au-delà des points. Il faut que tu comprennes un peu aussi qu'il y a d'autres facettes du jeu qui sont utiles dans son cas à Shane Wright. Là. Puis oui, c'est pas un espoir parfait, là, Shane Wright. Là. Il y en a des choses, des fois, que je regarde, puis ça me fait chier, mais c'est que ça reste que dans toute la gang qui sont là, puis dans la centaine de gars que j'ai sur mon Excel, il n'y en a pas un en ce moment qui est meilleur. En ce moment, peut-être que tu vas me dire. Puis moi, Savoie, je trouve que c'est le seul gars en ce moment qui a un potentiel de faire plus de points que Shane Wright. Est-ce qu'il va être plus utile overall? Je ne le crois pas. Mais en fait, point, moi, je pense que Savoie est capable d'aller frapper plus de points. Ça a été des belles discussions, les boys, puis c'était un épisode le fun à faire, même si c'était un bon 3h16 de podcast. C'est quasiment la longueur du draft. Mais c'est sûr que là, c'était notre premier épisode top 32. Fait que on avait plus à dire, mais c'est sûr que si on refait, on risque de faire des mises à jour de nos top 32 pendant la saison. Si on se refait des épisodes, on sera quand même pas toujours en train de reparler du potentiel des gars. Je pense qu'on a fait un bon tour aujourd'hui, assez général. Je pense que ça va donner un aperçu aussi aux gens qui écoutent de quel type de joueur c'est, puis pourquoi on les classe en haut d'autres en fonction de leurs attitudes et tout. Donc, ceux qui écoutent, je vous invite à nous suivre sur Twitter, là, dans la bande en bas. Ceux qui écoutent en vidéo, on a nos comptes Twitter. Dans la description de l'épisode, en audio, vous allez avoir aussi les comptes Twitter des intervenants de cet épisode-là, parce qu'on met de plus en plus de contenu repêchage, évidemment. On avance dans nos travaux, donc on fournit du contenu, non seulement sur Twitter, mais tout sur hockey.com aussi. Je vous remercie les boys, toujours un plaisir, puis on s'en rejase. Anyway, on est toujours en contact, puis pour ceux qui écoutent TSLH Espoir, on continue de fournir du contenu. Il y a Simon Saint-Lô et PM Perron qui éventuellement aussi vont se joindre là, aux discussions, en tout cas j'imagine, puis ils vont fournir du contenu de leur côté. Donc, n'hésitez pas à partager le podcast tant en vidéo qu'en audio. On est présent sur toutes les plateformes. Fait qu'on va se donner un rendez-vous pour un prochain épisode du TSLH Podcast. Salut là! Salut tout le monde.